Il y a des archives historiques, sonores historiques, où à l'époque, le matériel d'enregistrement n'était pas le top qu'il y a aujourd'hui. La voix est très peu audible. On n'entend pas bien ce que la personne dit. Même quand vous augmentez le volume tout en haut, il y a des outils aujourd'hui que vous devrez pouvoir connaître et qui vont vous permettre, grâce à des logiciels, d'enlever juste la voix là et d'effacer les bruits de circulation, de trucs, je ne sais pas. Vous pouvez le faire et ne garder que la voix de la personne et masteriser cette voix-là. Nettoyer vraiment, augmenter le volume et faire en sorte que le même fichier audio qui n'était pas très audible, vous avez réussi à le masteriser, à le rendre tout à fait exploitable. Donc ça, ce sont des choses que vous devez également être capable de faire. Donc pour nous résumer les grands problèmes des archives sonores et orales, on a leur quantité, on a leur variété, on a le respect des conditions et des normes de préservation. Vraiment là, il faut faire très attention, sinon on va tout perdre. Il faut les extincteurs, tout ce que l'on vous demande. Là, il en faut. Là, c'est pas l'amusement. Ce du jour au lendemain, vous pouvez tout faire. Et éviter de les mettre au contact de certains facteurs, comme la lumière. Vraiment, ce sont des archives qui, surtout quand elles sont encore sur support physique, bandes magnétiques, qui ne vont pas supporter la lumière. L'autre problème que nous avons évoqué, c'est le coût du matériel de lecture et d'enregistrement. Enfin, on vient de l'évoquer, il y a la maîtrise de logiciels spécifiques. Vous voulez convertir même le CDR au format CDA, mais vous voulez le mettre en MP3. Vous savez le faire, non? Quelqu'un peut me décrire? Vous avez un CD original, hein? Je vais prendre quel artiste? Henri Dikongue, je prends cet artiste-là. Vous êtes tombé sur ce CD-là qui appartenait ou qui appartient aux parents et vous souhaitez le numériser, l'écouter dans votre téléphone et tout. Vous allez faire comment? Et le CD original, il faut qu'on sache, les CD originaux ne sont pas en MP3. Hein. Ça, vous savez, non? Non. Vous ne savez pas. Donc, les CD originaux, c'est pas que tu mets dans ton ordi, tu pars dans le poste de travail, tu ouvres ton lecteur et tu vois déjà des fichiers MP3. Non, c'est pas. Non. Les CD audio sont au format CDA ou CD audio. Vous allez télécharger pour les pistes des chansons, mais en utilisant quel outil? Je veux juste voir si vous l'avez jamais fait. Donc c'est pour vous dire, il y a beaucoup d'outils que vous devez pouvoir connaître. Sinon, vous allez faire appel à un prestataire que vous allez payer, alors que je vous assure que c'est des choses que vous auriez pu faire. Donc, c'est juste pour notre échange. Vous connaissez tous le lecteur Windows Media Player. C'est dans nos ordinateurs. Tous les ordinateurs, tous les ordi qui tournent sous Windows ont ce lecteur-là. C'est le lecteur quand vous mettez la musique, c'est ça qui joue là. Oui. Donc vous vous insérez votre CD audio. Vous allez dans les outils et vous allez voir extraire. Donc quand vous imprimez dans extraire, une fenêtre s'ouvre et vous montre les différentes pistes du CD. S'il y a 15 pistes, ça ne peut pas prendre plus de
plus de 20 ou 21 pistes en fonction de la durée des chansons. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les CD audio originaux, quand c'est enregistré sous forme de CD audio, il y a un nombre de pistes maximum que ça peut prendre. Mais le même CD, si on a mis du MP3 là-dedans, on peut en mettre plus de 1000, non? N'est-ce pas? En fonction de leur taille, en fait, ce que je veux dire. Parce que le CD, c'est 700 mégas. 700 mégabits. Quand c'est un MP3, vous pouvez en mettre jusqu'à 700 mégas de données à l'intérieur. Et les chansons, quand on les a extraites, on n'a pas pris un très grand taux d'extraction. Quand c'est le 128 qui est la norme standard que tout le monde fait, une chanson de 5 minutes peut vous revenir à peu près 4 mégas et demi ou 5 mégas. Comme ça. Donc vous voyez qu'avec 5 mégas, une chanson pour atteindre 700 mégas, bon, ce n'est pas 1000 comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même une bonne centaine de chansons. Mais quand c'est en CD audio, ça ne peut pas dépasser une vingtaine. Donc le lecteur va vous montrer les 20 pistes. Vous cochez les pistes que vous souhaitez. Et puis vous cliquez simplement sur extraire. Vous allez voir, le CD va se mettre à tourner et il va se mettre à travailler. Là, j'ai pris le logiciel le plus commun que nous connaissons tous. Mais vous pouvez également télécharger d'autres logiciels spécifiques à l'extraction des CD audio. On va le voir tout à l'heure. Là, quand on va revenir un peu sur l'Afrique, le but c'est également de stocker. Ne gardons pas tout sur support physique. Il faut numériser. Il faut numériser pour préserver le plus longtemps possible. Donc voilà, voilà les cinq pour moi, hein, ce sont les 5 grands problèmes liés à la gestion des archives sonores et orales. Si on passe maintenant au défi, au défi que posent ces archives-là, on pourra peut-être faire le parallèle avec l'Afrique. Le premier défi, dont je le disais tout à l'heure, c'est le défi de la numérisation. Le but, c'est de préserver au maximum. Dans vos centres des archives, vous avez des archives audio. Il y a des cartons, il y a des cassettes là-dedans, il y a des trucs. Vraiment, il faut être le genre de personnel qui ne laisse pas trop la hiérarchie respirer. Pourquoi? Parce que vous connaissez la valeur de ce qui est là. Quand vous avez pris ces cassettes-là, imaginez, on a nos collègues de l'Assemblée nationale ici. Vous avez des sessions enregistrées de l'Assemblée nationale à l'époque de... C'était quoi la territoriale, Assemblée législative du Cameroun. Bref, vous avez ces enregistrements-là, où nos députés étaient des Français, je veux dire, on avait quelques Camerounais là. Mais imaginez, les députés camerounais étaient plutôt français. Mais vous avez ces enregistrements-là. Vous avez pu écouter certains et vous voyez la richesse, vous voyez comment est-ce que la tromperie a commencé, entre guillemets. Mais vous savez que ça, là, ça a beaucoup de valeur. Mais c'est en train de... Ça a déjà plusieurs décennies. Bientôt, ça va faire 100 ans. Et il y en a qui le son ne sort même plus. C'est détérioré. C'est en train... L'autre, les rongeurs ont fait pipi dessus. Ou ont coupé les... Donc, vraiment, ne soyez pas le genre qui... Ah, bon, j'ai déjà écrit. S'ils ne veulent pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vous assure que vous-même, vous pouvez vous lancer là-dedans. Faites l'acquisition du matériel de numérisation. Sur Internet, on trouve ça. C'est des lecteurs de cassettes. Vous vous rappelez des baladeurs de l'époque là? Vous voyez les Walkman là. Vous pouvez acheter ça vraiment dédié à la numérisation. C'est des trucs qui coûtent dans les... Quand on a fait la formation au CED d'autolage, avec donné les prix en 2019, là, qu'on avait fait la préservation, c'est des trucs qui coûtent dans les 45 euros, les 60 euros. Vraiment, vous trouvez ça en ligne. Vous avez la famille là-bas. Donc, c'est dans les 25, 30 euros, 50 euros. Vous mettez la cassette
il y a le bouton play et tout. Mais derrière, il y a la connectique nécessaire pour brancher à un ordinateur. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez ce que je dis, non? C'est un tout petit, c'est juste comme le baladeur là, mais on peut brancher les câbles derrière et aller mettre également. Est-ce que quelqu'un peut nous dire un peu, c'est quoi le branchement? Comment est-ce que ça se fait? La numérisation des cassettes avec un ordinateur. Comme j'ai dit que vous pouvez le faire, même si la hiérarchie ne met pas très vite les moyens, mais vous pouvez commencer. Parfois, quand vous commencez, ils voient vraiment à quoi ça ressemble, ce que vous faites. Je vous assure que ça peut aussi être un aspect motivant. Je ne sais pas. Mais le branchement, quand on a mis derrière le Walkman là, on va mettre au niveau de l'ordinateur. On va mettre où? On branche où? J'ai dit votre PC là. Tout le monde a le PC ici dans son bureau. Ou sur votre laptop. Vous allez brancher où? Pour capturer le son. Vous visualisez toutes les entrées de votre laptop, non? Et à quoi comme entrée? Dites-moi. Quelles sont? Très bien. On a le port USB. À votre avis, est-ce qu'on peut brancher là-dessus? On peut? Je n'ai pas encore vu, mais peut-être c'est faisable. Mais ce n'est pas le port là que je cherche. À part le port USB, il y a quoi? On met les écouteurs. Très bien. Vous avez le VGA, non? Le VGA, c'est ce qui est bleu là, avec les trous. On va dire VGA, peut-être tout le monde ne verra pas, mais c'est en fait ça. C'est sur ça qu'on branche les vidéoprojecteurs ou même votre télévision. Vous pouvez projeter votre ordinateur sur la télé. On a ce qu'on appelle le HDMI, non? Les nouveaux ordi là. C'est également des ports de projection. Mais vous avez souvent vu, il y a deux petits trous. On a laissé les écouteurs et l'autre on a mis le micro. N'est-ce pas? Les ordinateurs les plus avancés qui coûtent beaucoup plus cher. Des fois c'est un seul trou qui joue le rôle des deux. C'est-à-dire vous avez vos écouteurs, vous branchez là-dessus. Mais vous pouvez également, en fonction du support dont je parle, mettre seulement là, il fait à la fois le son et le jeu. Donc c'est dans cette entrée. Et c'est dans laquelle? Est-ce que c'est le microphone ou bien c'est les écouteurs? On va brancher où? Quand ça a deux trous, on met où? Écouteurs. Oui, c'est au niveau du microphone. Parce que le microphone est censé, c'est un périphérique d'entrée, non? Or, les écouteurs, c'est des périphériques de sortie. Quand vous voulez écouter le son, ça restitue. Mais le microphone permet d'enregistrer également. Donc, vous branchez ça sur votre petit lecteur que vous avez acheté. Je crois qu'à la limite, on peut trouver ça, mais je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore cherché. Mais sur Internet, Amazon, Alibaba et tout, je crois qu'il y en a, et ce n'est pas cher. Vous branchez, et l'autre bout, vous partez mettre au niveau de l'entrée microphone de votre ordinateur. Vous lancez votre logiciel. Dans Windows, Office, là, il y a également un logiciel pour faire ça. Vous voyez où on va prendre le bloc-notes. Dans Windows, non. On va dans Outils, non. Et vous allez voir bloc-notes, WordPad en bas. Mais en dessous là, vous allez voir magnétophone. On a dessiné le micro là, n'est-ce pas? Donc vous partez, vous lancez ce logiciel là. C'est un tout petit logiciel. Il ne prend pas tout votre écran. Il sort juste là comme ça. Et il y a le bouton rouge de l'enregistrement, n'est-ce pas? Le REC, recording. Et il y a le gros bouton rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez quoi? Play sur votre quoi? Lecteur, non? Et vous cliquez sur enregistrer sur votre ordinateur, sur le petit logiciel de Windows là. Mais il faut toujours avoir quoi? Les écouteurs aussi, non? Vous-même, vous devez écouter. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir quand c'est terminé. C'est pour ça que je dis que vous devez aussi écouter. Si c'était l'interview qui dure 3 minutes 20,
et que vous voulez lever par autre chose, ben, ça va enregistrer même autre chose qui n'aura rien à voir avec ça. Après, il faudra encore venir découper, etc. Donc, le plus simple, c'est de mettre même un seul côté d'oreillette et vous écoutez. Quand l'interview ou bien le discours du président de l'Assemblée législative, la Caméra, se termine, vous cliquez sur Stop au niveau de l'enregistreur là et le fichier est généré. Il vous demande où vous voulez l'enregistrer, vous partez le mettre, je sais pas, dans un dossier que vous aurez créé préalablement. Et maintenant, vous avez donc numérisé. On est parti du même truc là, ce support magnétique, pour le même. Maintenant, le logiciel dont je vous parle là n'a pas trop d'options. Mais comme je vous dis, il y a des logiciels beaucoup plus avancés qui vont vous permettre d'améliorer le son. Même quand il est très bas ici, il défend un nombre de choses. Et là, vous commencez votre numérisation. Même avec des petits moyens. Mais il faut numériser. Si vous avez les bandes, si vous avez du vinyle, il y a également ces mêmes lecteurs dont je parle là, qui sont en vente pour la numérisation du vinyle. Vous pouvez également en faire l'acquisition. Et vous faites le même type de branchement. Vraiment, j'ai pris le cas d'un branchement simple que tout le monde peut faire. Je vous ai montré un peu comment le faire. Le but, c'est quoi? On va continuer à stocker donc des supports magnétiques ou analogiques là, mais on a dans notre ordinateur, dans notre disque dur, on a un backup. Comme ça, on est quand même à l'abri. Évidemment, on va peut-être en reparler au niveau du stockage. On ne va pas mélanger, ne numérisez pas et vous laissez tout dans votre ordinateur là aussi. Hein? Quand c'est fini, prenez toujours le soin après la fin de la semaine, le vendredi, de stocker sur des supports externes. Vous connaissez les ordinateurs. Les clés USB que nous avons là. Quelqu'un peut venir brancher une clé là qui est très vérissée et vous devez recommencer. Parfois, ce n'est pas plaisant quand vous imaginez que vous avez fini tout un carton de cassette et que tout est parti. Vraiment, ça. Donc, il faut aussi acheter un support externe de stockage. Les disques durs externes ne coûtent plus trop cher. Avec 50 000 bouts, vous pouvez avoir 1 Tera. 1 Tera, c'est 1000 gigas. Donc, autant dire, vous ne remplirez quasiment jamais. C'est beaucoup. Mais ne laissez pas ça aussi là où vous travaillez. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas aussi à l'abri des cambrioleurs. Non? Voilà, il y a des centres, des administrations qui se font cambrioler. Imaginez, ils portent l'ordinateur là, ils tirent au tiroir, ils voient les disques durs, ils prennent tout, ils partent avec. Donc vraiment, essayons, on va le voir au niveau du stockage. Il y a d'autres solutions qui existent aujourd'hui, que vous pouvez mettre en œuvre. Donc, il faut absolument commencer la numérisation. Ne laissez plus. Aujourd'hui, les outils existent et ne sont pas très très coûteux. L'autre défi, c'est le défi du stockage dont je parlais là tout à l'heure. Oui, on a numérisé, mais on va stocker où? Sachant que nous stockons également encore sur un support à bande magnétique. Les disques durs là, c'est en fait de la bande magnétique. Vous comprenez, non? Donc on part de la bande magnétique, on numérise, mais on revient encore mettre dans la bande magnétique, sauf que cette fois-là, seulement que l'espace est beaucoup plus grand. Est-ce qu'au fond, on est réellement en sécurité? Pas totalement. Parce que même le disque dur là peut également se détériorer. Il peut tomber un jour et vous avez tout perdu. Et ne plus fonctionner. Aujourd'hui donc, il existe des outils de stockage, c'est le cloud. Vous devez pouvoir transférer vos fichiers numérisés au niveau des serveurs distants dont vous avez fait l'acquisition d'un certain nombre d'espaces de stockage.
il y a beaucoup de solutions qui existent. Google vous vend 100 gigas de stockage en ligne, mais vous devez payer $4,99 par mois. Si on convertit, ça fait $5. Si on convertit en CFA, on prend le dollar à 600, ça fait 3 000 par mois. C'est un budget que l'institution doit pouvoir supporter. Là, j'ai pris seulement 100 gigas, mais vous pouvez en prendre évidemment plus que ça. Donc, vous pouvez soumettre un budget, et là, c'est vraiment la préservation. Le disque dur, c'est bien beau. Il y en a même qui ont des clés USB de forte capacité, non. On a des clés USB de 128 gigas, 256 gigas. Même si ce n'est pas des clés USB, on a les cartes micro SD là. Oui, de 256, 512 gigas même. Il y en a. Mais c'est des puces magnétiques qui sont très fragiles aussi, qui peuvent également se détériorer. C'est de l'informatique. Vous avez eu votre carte, même dans votre téléphone, un bon matin, ça ne fonctionne plus. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous partez, on vous dit que la carte s'est grillée. Ça s'est grillé comment on essaie. Mais il faut la changer et vous avez perdu toutes vos données. Or, le clouding, c'est une solution pour les archives sonores. Et elles vont nous permettre, le clouding, il va nous permettre d'aborder le troisième défi des archives sonores, qui est le défi de l'accessibilité. Dans nos maisons, dans nos bureaux, nous avons tous des archives sonores. Dans nos téléphones, on s'échange les voice notes, WhatsApp, non, n'est-ce pas? Chaque jour là, aujourd'hui c'est même plus facile, on se parle par la voix. Et ce sont des fichiers que nous envoyons et qui sont stockés. Vous avez encore les archives sonores de votre parent, votre papa, votre maman, quand il ou elle vivait encore et qui, voilà, vous avez c'est là dans votre téléphone. Vous pouvez encore écouter la voix de votre proche. Mais comment rendre ça accessible? Ce qui est dans nos centres de archives, on a les disques vinyles, les cassettes dans les rayonnages et tout, on a les CD d'émissions. Mais vous faites une semaine, vous n'avez pas d'usager. Si oui, peut-être 2 ou 3. Et c'est des doctorants généralement. Une fois qu'il a fait son doctorat, oui, il ne vient plus. Parce qu'il y a des archives là qui l'intéressent. Mais vous avez, vous-même, vous êtes conscient que vous avez un formidable fonds documentaire qui a une valeur historique fondamentale. Mais les gens, vous voyez dans la rue et tout, ne savent pas qu'il y a. L'autre défi, c'est de pouvoir rendre les archives sonores accessibles. Et je disais donc que le parallèle avec le cloud est tout trouvé. C'est un moyen. Parce que le cloud permet de faire quoi? Il permet de rendre accessible à un bon nombre. Le cloud, ce n'est pas seulement le stockage. Ce n'est pas seulement un lieu où on vient, on stocke et c'est fermé. On a presque tous ici, sauf ceux qui ont les iPhones, mais même les iPhones. On a tous des adresses email Google qui nous donnent le droit à un certain nombre d'espaces de stockage, non? N'est-ce pas? C'est combien? La taille qu'on nous donne, que Google donne. Vous savez, quand vous créez une adresse Gmail, vous vous avez jamais posé la question. C'est 14 gigas 7. Donc 15 gigas. La valeur théorique c'est 15 gigas, mais réel c'est un peu moins. Donc, quand vous avez mis votre adresse Gmail dans votre téléphone, Google vous a donné 15 gigas de stockage en ligne. Il y a l'application Google Photos, non? Quand vous prenez une photo, beaucoup ne savent pas que quand vous prenez une photo, si vous n'avez pas désactivé la synchronisation, Google Photos, la photo que vous venez de prendre là,
Google Photos capture cette photo et la stocke en ligne. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait attraper comme ça, non? Il verrouille son application de photos sur son téléphone, dans la galerie, c'est verrouillé. Mais le Google Photos, il oublie, il ne sait pas. C'est une application que les gens n'ouvrent pas généralement. Oui, c'est là comme ça. On voit Google Photos. Mais quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir des souvenirs, des photos incroyables que vous aviez prises il y a plusieurs années. Donc, toutes ces photos-là sont stockées, sont comptabilisées dans vos 15 gigas. Mais il n'y a pas que ça, il y a également des documents, non? Oui. Aujourd'hui, tu as des gens, quand tu les appelles, tu dis s'il te plaît, je veux ton CV, envoie-moi ton CV. C'est très urgent. Je veux ça dans 30 minutes. Je suis devant le monsieur là. Ah, il y a. Ouais, je ne suis pas à la maison. C'est dans mon laptop par la. Ouais, je vais faire. Non, c'est compliqué. Google vous donne la possibilité également de stocker des documents en ligne. Ce que je veux par là dire, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le fait de stocker. Celui qui a donc déjà mis son CV en ligne dans son espace Google, quand on lui demande le CV, qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer dans le logiciel là, non? N'est-ce pas? Il rentre là-dedans, il voit ses documents, il va voir CV, il clique là-dessus, il y a le bouton de partage. Il va cliquer là et aller choisir le WhatsApp de son interlocuteur, la personne qui attend, et lui envoyer. En 2 minutes, il a réglé le problème. Donc le clouding est également un formidable outil qui va vous permettre de rendre accessible gratuitement. C'est l'accès qui sera gratuit, mais le stockage va être payant en fonction de la taille des archives que vous installez. Ça fait donc quoi? Que désormais, vous pouvez communiquer les liens des dossiers à vos usagers. On va faire une publicité là-dessus. Ils n'auront plus besoin de venir dans votre centre, dans votre centre pour suivre. Les liens que vous leur donnez, ils se connectent à ça grâce à leur téléphone et tout. Et ils ont des fichiers qui sont là. Ils cliquent sur un fichier, la lecture va commencer automatiquement. Donc l'accès peut être fait grâce au stockage en ligne. Mais il n'y a pas que ça, il y a des outils un peu plus coûteux. L'autre que je vous disais, c'est ce qu'on peut faire simplement grâce à Google. C'est-à-dire que même pour faire la démo à votre institution, une fois que vous avez numérisé, comme on a vu tout à l'heure, vous mettez même dans votre... Vous pouvez créer un compte Google, Gmail pour l'institution là, ou bien pour votre truc des archives, votre centre des archives. Et vous savez déjà que vous avez droit à 15 gigas gratuit. 15 gigas de fichiers Sosonos, c'est beaucoup. Avec 15 gigas, vous pouvez en mettre plusieurs centaines. Là, vraiment, c'est sûr. Plusieurs centaines peuvent entrer là-dedans. Vous transférez peut-être un dossier. Un dossier de peut-être 5 seulement. Et vous partez faire la démo à votre RH. Que voilà, monsieur le directeur, désormais vous pouvez vous reconnecter et écouter, et voilà ce que j'ai pu faire. Et tout. Parfois, les décideurs, quand ils voient le résultat, c'est là où ils comprennent en fait où vous voulez les amener. Mais quand on fait seulement des TDR, ils tournent la page au niveau du budget. Ils regardent en bas là. Ils disent comme ma soeur, on va prendre cette alternance, tu penses que ça va sortir d'où? Moi, je ne vais pas ça. Et qui écoute même ça? Qui vient m'écouter ça ici? Question. Oui. Pardon, je n'ai pas bien suivi comment enregistrer les documents importants dans Google. Le fait d'exporter en ligne. Oui. Le cloud là. Oui. Je disais que quand vous créez une adresse Google, le simple fait de créer une adresse vous donne droit ou vous alloue de 15 gigas de stockage gratuit que Google vous donne. Et vous pouvez utiliser ces gigas-là pour pouvoir transférer gratuitement des fichiers.
Il y a le logiciel de Google pour le faire. J'ai peut-être oublié de le mentionner. Ça s'appelle Google Drive. Vous avez vu dans votre téléphone, le dossier de Google là, il y a plusieurs applications Google, mais il y a une de ces applications qui s'appelle Drive. N'est-ce pas? Donc Google Drive, c'est l'interface de stockage de votre adresse mail. Sinon, sur votre ordinateur, vous tapez simplement drive.google.com et vous mettez votre email et votre mot de passe. Donc vous lancez ça dans votre navigateur, drive.google.com. Et votre interface de stockage de Google va s'ouvrir. Vous avez donc des boutons comme créer un dossier. Donc là, vous êtes comme si vous étiez sur votre ordinateur. Vous créez un dossier et vous allez appeler ça, je ne sais pas moi, ALCAM ou ALCAM 1933. Je prends cet exemple-là. Vous ouvrez le dossier que vous venez de créer. Vous faites un double clic, comme si vous étiez sur votre ordinateur. Et là, vous allez voir le bouton Importer des fichiers. C'est là visible. Vous cliquez sur Importer des fichiers. La fenêtre de l'explorateur de Windows s'ouvre et vous demande d'aller nous montrer où ces fichiers-là sont. C'est des fichiers qu'on a préalablement numérisés, non? N'est-ce pas? Maintenant, vous allez montrer ces fichiers-là. Vous pouvez en sélectionner plusieurs et vous cliquez sur Importer. Vous laissez le logiciel travailler. Chaque fichier, il va importer. Ça va dépendre de la qualité de votre connexion et de la taille des fichiers. Une fois que l'importation est terminée, dans le dossier en ligne là, vous verrez donc les fichiers audio. D'accord? Maintenant, vous pouvez partager un fichier. Il suffit de cliquer sur un fichier en ligne, vous faites le clic droit et vous allez voir partager. Quand vous cliquez sur partager, Google va générer un lien qui va donner accès à ce fichier-là. Ou bien vous pouvez partager le dossier que vous avez créé préalablement. Donc pour ça, il faut reculer et revenir sur le dossier. Une fois que vous êtes sur le dossier, vous faites le clic droit et vous prenez partager. Là, c'est le dossier que vous partagez. Mais si c'est un fichier, il faut vous mettre sur le fichier. Et le lien qui est donc généré, c'est ce lien-là que vous partagez à vos usagers. Ils reçoivent un mail de votre institution et vous leur dites que désormais vous pouvez écouter les enregistrements de ceci en cliquant sur le lien ci-dessous. Quand ils vont cliquer là dans leur mail, le navigateur va ouvrir un nouvel onglet et ça va les amener exactement dans le dossier de tout à l'heure qui a ces fichiers-là. Il fait le double clic sur un fichier et la lecture va commencer. Et là, c'est gratuit, ce que je viens de dire. Ce n'est que la connexion que ça va utiliser. Mais quand l'espace est déjà beaucoup, vous allez être obligé de payer l'espace de stockage. Donc, je disais que ça, c'est l'accessibilité, mais vraiment la façon la plus simple. Mais c'est un défi que nous devons relever. C'est bien beau d'enregistrer les parents, la grand-mère et tout, mais après si ça reste seulement dans ton téléphone et que les autres petits-fils ne vont pas réellement en profiter, après ça n'a plus trop d'importance. Là, c'était donc le troisième défi. On a eu le défi de la numérisation, on a eu le défi du stockage, maintenant on a le défi de l'accessibilité.